Mercredi 5 juin, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'Actu en débat, votre émission hebdomadaire qui vous décrypte toute l'actualité en 26 minutes. Ce soir, deux thèmes retiennent notre attention. Nous allons d'abord évoquer l'an 3 de la transition qui sera célébré cette semaine. Ensuite, nous allons parler de la CEDEAO et de l'AES et de cette irréversible rupture entre désormais ce qu'on pourrait appeler les deux blocs. Avec moi sur ce plateau pour évoquer ces deux grands thèmes, M. Abdrahmane Sissoko, directeur de publication de Bopalou. Bonsoir M. Sissoko. Bonsoir M. Edara, et heureux d'être sur ce plateau. Bonsoir M. Sow. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et M. Mokhtar Sow, directeur de publication du journal Mali Télé. Bonsoir M. Sow. Bonsoir M. Edara. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Je vous le disais tout de suite en sommaire, cette semaine, ce sera l'an 3 de la rectification de la transition. En tout cas, puisqu'il y a eu le deuxième coup de force, c'était le 21 mai 2021, mais ensuite la prise de fonction du colonel Assimi Goïta en tant que président de la transition, ça c'était le 7 juin et c'est cette date qui est retenue. D'abord, une première question pour vous, M. Sissoko. Il y a beaucoup de choses qui sont passées en 3 ans, mais ce qui va retenir notre attention surtout, c'est cette dernière année, 2023 à maintenant. Qu'est-ce qu'on peut retenir sur le plan de cette rectification de la transition? Il s'est passé beaucoup de choses. Comme ça, globalement, c'est quand même difficile à dire tout ce qui s'est passé. Mais comme on est sur ce plateau, on est quand même obligé de dire certaines choses, les grands points saillants. Moi, je pense que durant l'année écoulée, sur le plan sécuritaire, on va continuer à dire que l'armée continue quand même à faire son boulot, à reconquérir le territoire. Même si, encore une fois de plus, tout n'est pas rose à ce niveau-là, quand même si on doit saluer quand même les efforts fournis par l'armée depuis le début de la rectification. Je peux même dire que depuis le début de la crise, depuis 2012, parce que à dire seulement que ça part de 2021 que l'armée commence à travailler, c'est vraiment manquer du respect à tout ce qui s'est à l'armée et à tout ce qui s'était passé depuis 2012. On peut dire que depuis 2012, en passant par la période de rectification, l'armée quand même continue à faire son travail, à continuer à ratisser l'art, continue à reconquérir l'ensemble du territoire malien. Mais encore une fois de plus, j'ai dit il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau-là parce qu'il y a plusieurs écoles qui sont quand même fermées, qui n'ont pas pu être ouvertes pour des raisons d'insécurité. Il y a beaucoup de populations déplacées qui n'arrivent pas à retrouver dans leur lieu d'origine pour des raisons de sécurité. Il y a des paysans également qui n'arrivent pas à cultiver également pour des raisons de sécurité. Cela dit. Mais bon, si on quitte le côté armé, il n'y a pas très grand chose à dire sur les autres aspects. Parce que je rappelle aux gens que aux téléspectateurs que lorsque le Premier ministre a été nommé par le président de la transition, l'une des premières missions qu'il nous a encore reçues, je peux dire la première mission, c'était recoudre le tissu social. Rassembler les Maliens autour d'un idéal commun autour du Mali. Mais visiblement, surtout on regarde sur ce point-là aujourd'hui, c'est quasiment un échec, quoi. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, les Maliens sont plus divisés qu'unis. Cela est dû à quoi? Cela est dû à des discours quand même qui avaient été tenus par l'actuel locataire de la primature, qui a un mot qu'il utilisait beaucoup, lui et ses partisans, fort du changement. Ça fait un peu longtemps que je n'entends pas ce mot-là, cette expression. J'ai l'impression que cette expression également est arrivée en rupture avec le temps. Sur ce point-là, il y a vraiment beaucoup de choses à dire à ce niveau-là. Également, au-delà de cette union, de ce rassemblement autour de l'idéal du Mali, il y a quand même la crise énergétique quand même qui est là, quand même qui continue quand même à être le trou noir de la transition. Parce que je rappelle aux gens, avant le début de la transition, quand même, les Maliens quand même avaient de l'électricité. Même avant la rectification, avant la période dite rectification, il y avait quand même de l'électricité. On connaissait des coupures, mais coupures de 10 heures, 20 heures, 24 heures, 48 heures sans électricité de mémoire des Maliens. De mémoire des Maliens, c'est là. Moi, en tout cas, moi qui suis né il n'y a pas très longtemps, on peut dire comme ça, mais j'ai jamais vécu autant une situation aussi critique sur le plan énergétique que maintenant. Si vous quittez également le plan énergétique, l'amélioration des conditions de vie, je ne pense pas qu'il y a eu une amélioration des conditions de vie des Maliens. Je pense même que les conditions se sont quand même détériorées par endroits.
Alors, il a évoqué la sécurité, la crise énergétique, les conditions de vie, le coût de le tissu social. On peut aussi évoquer pêle-mêle le fait que l'aménagement soit parti le 31 décembre dernier, même si la phase de liquidation est toujours en cours. Il y a eu des suspensions, des dissolutions, notamment suspension des activités des partis politiques, dissolution de l'AEM. Il y a beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous retenez, vous, M. Sow? Oui, il y a tout ceci à retenir. Il y a aussi, à ne pas oublier, la crise économique. Le pays est en sérieuse difficulté économique. Les banques sont en train d'étouffer. La crise énergétique a aussi un lien avec la crise sécuritaire parce que les carburants que nous avons achetés avec le pays voisin, le Niger, n'arrivent pas à arriver à Bamako. Il paraît que c'est pour des problèmes de sécurité. Bon, j'espère qu'il y a déjà aussi une rupture totale entre le sud du pays et le nord du pays. Parce que la route de Gao est coupée, la route de Tombouctou est coupée, la route Niamey-Gao s'est coupée. En fait, il y a un arsenal de difficultés qui sont nées à partir, comme il a dit, à partir de la rectification qui est difficilement compréhensible dans la mesure où au départ on n'avait pas ces difficultés-là. Et comme il a dit, à l'arrivée de la rectification, un certain nombre d'agendas a été étalé aussi bien devant les CNT que sur au niveau des différents départements ministériels qui devaient servir de repère pour le gouvernement et pour pouvoir sortir les Mali de ces difficultés-là. J'ai une sérieuse peur que ce qui nous est arrivé avec la présence de la communauté internationale, au lieu de stabiliser le pays continue à se déstabiliser, qu'aujourd'hui la rectification ne soit beaucoup plus pour créer plus de problèmes que résoudre les problèmes. Alors, justement, dans la résolution d'un certain nombre de problèmes, il y a eu le dialogue intermalien qui a été organisé il y a peu, dont nous avons eu les conclusions en mai. Il y a plusieurs recommandations qui ont été faites. On parle de 300 recommandations environ. Il y a l'aspect sécuritaire qui est quand même très important pour les Maliens, mais il y a un aspect que vous avez évoqué qui n'a pas été évoqué durant ces recommandations-là, c'est la crise énergétique aussi qui tient beaucoup à cœur les Maliens. Donc, est-ce à dire que cette crise a été oubliée durant ce dialogue-là ou n'avait pas intérêt à être parmi les recommandations finalement? Même s'il n'a pas été oublié, ça a été quand même minoré. Parce que il y a quand même une recommandation dans le dialogue interne, notamment dans la thématique économie. Je pense que ça doit occuper la 35e ou 37e position. On parle de la crise énergétique. Mais pour moi, c'est très peu, quand même, pour une crise aussi grande que toutes les thématiques, les 5 thématiques, on en parle uniquement que dans une seule thématique et avec un seul point. Vraiment, j'ai pas compris ça. J'ai eu l'impression, à partir du dialogue intermalien, j'ai eu l'impression que la crise énergétique n'est pas le souci des Maliens et par conséquent des autorités également. Et je comprends pourquoi la lenteur des autorités qui ne s'empressent pas à résoudre cette crise-là. Parce que si on a dit aux Maliens de venir et de discuter, surtout qu'il y a des points qui n'étaient même pas dans le terme de référence, ont été évoqués, ont pris même le devant de la scène. Et toutefois, ils ont procédé à des poses de premiers panneaux récemment. Oui, c'est vraiment une bonne chose. Je ne dis pas le contraire que c'est pas une bonne chose, mais à l'instant T, est-ce que ça résout le problème? C'est ça le problème, parce qu'aujourd'hui, plus ça dure, plus le pays s'envoie, plus la situation s'empire. Aujourd'hui, même si ces panneaux arrivent à donner le minimum, on dit, d'après, ça dépend des sources, certains vont dire que par des 4 mois qui vont commencer à donner, d'autres vont dire une année, même prenons 4 mois. Mais s'il faut attendre encore, pour tout ce qu'on a enduré, et attendre encore 4 mois, surtout que les panneaux qu'on a posés ne résolvent pas tous les problèmes. Ça peut prendre une partie des charges, mais ça ne résout pas les problèmes. Les problèmes demeurent entiers aujourd'hui. Aujourd'hui, il faudra faire face à la situation, et chacun de nous sait aujourd'hui comment est-ce qu'on peut faire face à la situation. Je ne sais pas pourquoi les autorités ne veulent pas créer ce problème. Parce que la crise énergétique, qu'on le veut ou pas, ça a quand même accentué la crise dans ce pays-là. Parce que
Et il y a beaucoup de personnes qui vivent directement ou indirectement de l'électricité. Vous et moi qui travaillons dans les médias savent les difficultés qu'on a quand même, surtout nous de la presse écrite. Difficilement, on arrive à écrire nos articles, on arrive à imprimer nos journaux. Souvent, moi, il m'arrive souvent quand le journal sort le mercredi, mais souvent, il arrive que le journal sort le jeudi ou le vendredi. Pourquoi? Parce que après avoir terminé le travail, vous savez que ça passe par beaucoup de moules. Il y a le secrétaire de relations qui doit avoir, qu'on appelle communément le correcteur. Il y a également celui qui doit mettre également, ce qu'on appelle communément le monteur. Et puis également l'infographe, comme on appelle communément le monteur. Et puis également, ça doit être envoyé à l'imprimerie. Tout ça ne peut se faire sans électricité. Et souvent, il arrive que si moi j'ai l'électricité chez moi, à la rédaction, souvent, vous trouverez que l'infographe, quand il va venir à la rédaction, ça va trouver que le courant est parti. Et on va se débrouiller à travailler avec ça, on va envoyer à l'imprimerie, on dit qu'il n'y a pas de courant. Tout ça, ça crée un sérieux problème. Mais moi, je voudrais quand même revenir un peu sur un aspect que mon confrère So a évoqué, c'est la suspension des acteurs des partis politiques et la dissolution des associations. Pour moi, quand même, c'est un tour de vis sécuritaire. C'est un rétrécissement de l'espace de l'espace de liberté. Et quand même, c'est pas à l'honneur de la transition quand même, qui quand même, lorsque les gens du M5 sortaient dans la rue, quand même, parlaient quand même du non-respect des autorités vis-à-vis des règles démocratiques. Mais quand eux-mêmes sont au pouvoir, se permettent à suspendre des activités des partis politiques, à dissoudre des associations, il y a quand même de quoi avoir peur. Alors, si on devait grossir le trait et faciliter un petit peu la réflexion, est-ce qu'on pourrait dire cette troisième année de la transition, point positif, récupération de Kidal, point négatif, la crise énergétique? Non, c'est plus que ça. Pour bien noter, et pour ne pas se tromper, plan sécuritaire très positif, plan socio-politique et économique très négatif. Voilà comment est-ce qu'il faut noter. Maintenant, si on regarde les différentes responsabilités, parce que j'ai vu, vous avez parlé déjà c'est Sissoko qui a parlé des thématiques qui n'auraient pas dû. En fait, pour moi, les dialogues intermaliens, peut-être qu'il y a des failles. Je reconnais, mais il y a peut-être des thèmes qui auraient dû se trouver parce que au regard le fait que l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger ait été vidé, je pense qu'il fallait faire en sorte qu'il y ait des recommandations qui ont un lien direct avec l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Ça, c'était extrêmement important. C'était d'ailleurs l'idée de départ lorsque le président de la transition l'a annoncé. Exactement. Mais quand on dit dialogue intermalien, ça doit prendre en compte, moi je l'ai toujours dit, les grandes orientations du pays. Et pour tenir compte de ces grandes orientations, pour moi, ce n'est pas mauvais de parler par exemple de la prorogation de la transition ou de la candidature du colonel Assimi Goïta, dans la mesure où ça fait partie, pour moi, ça fait partie des grandes orientations. Si par exemple aujourd'hui on fait un changement à la tête des institutions, c'est sûr que la trajectoire aujourd'hui, en tout cas sur le plan diplomatique et sur le plan politique, même peut-être sécuritaire, la trajectoire que nous avons aujourd'hui va forcément changer. Et si ça change, peut-être que la vision, l'objectif des autorités de la transition va changer. Or, apparemment, au regard de ce que je vois, les gens partagent aujourd'hui la trajectoire de cette transition. Alors, pas forcément un changement au niveau des différentes institutions, mais peut-être pour prendre l'exemple du Tchad, procéder comme cela a été fait au Tchad, qui viennent de sortir de cette période de transition. Je suis d'accord avec ça. Je l'ai dit aussi. Les deux là, ce n'est pas possible de prendre les deux ensemble. C'est pas possible. On va demander à une transition, aux autorités de la transition, de proroger la durée de la transition et demander en même temps à ces mêmes autorités d'être candidates. C'est pas possible. Il y a un problème sérieux. Donc, normalement, soit on proroge la transition
on ne parle plus de candidature, ou bien parce que de toute façon, quand c'est projet, il n'y a plus d'élection. Donc ça ne sert à rien de parler de candidature. Ou bien on laisse la prorogation de la transition, on organise les élections, on demande à ce que le président soit candidat. On peut aussi proroger la transition et à l'issue de cette prolongation de la transition, organiser des élections en ce moment-là. Oui, mais on ne parle pas de ça maintenant. Les autorités se présentent en ce moment et qu'ils puissent continuer. Oui, mais ça ne sert à rien de parler de ça maintenant dans la mesure où, si on demande à proroger par exemple jusqu'à 5 ans, c'est-à-dire les élections ne sont même pas à l'ordre du jour, pourquoi parler de candidature? Les données peuvent changer entre-temps. Donc ça ne sert à rien de parler de candidature pendant qu'on demande à proroger une transition jusqu'à 5 ans. En plus de ça, je m'empresse, peut-être que le sujet va venir à ça. Quand on parle par exemple de le M5 tendance, Choguel a fait un mémorandum qui a fait un état détaillé de tout ce qui s'est passé, de la rectification jusqu'à aujourd'hui. Bon, je suis un peu gêné de parler de ça dans la mesure où, du début à la fin, en tout cas les 2 à 3 premières années, le Premier ministre lui-même disait qu'il a toujours été en phase avec le président de la transition sur les différents actes qui sont posés et tout ça. Donc si aujourd'hui il fait un mémorandum, son clan fait un mémorandum pour dire qu'ils ne sont pas au courant d'un certain nombre de choses, c'est qu'il y a un problème et que ces problèmes-là méritent d'être traités au sommet de l'État. Premièrement. Deuxièmement, ils nous ont quand même fait l'honneur de partager les différentes difficultés de la transition. Et puisqu'il est toujours en place, je pense qu'au regard des différentes difficultés qui ont été citées, j'espère que les autorités vont se mettre à table pour essayer de réfléchir à comment régler ces problèmes-là et que tout le monde puisse avoir une solution. Alors, nous allons nous projeter, ce qui va nous amener de plein pied dans le second thème de cette émission. L'AES, l'Alliance des États du Sahel, et la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Est-ce qu'on va vers cette rupture irréversible, si on a à en croire les propos du ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, oui, qui s'est exprimé, qui était invité au Salon des médias le dimanche dernier? C'est ce qu'il a dit en substance, M. Sissoko. Est-ce que vous pensez que cette rupture également est irréversible? On sait que la CEDEAO en tout cas déploie un certain nombre d'efforts pour faire changer d'avis les 3 pays, le Mali, le Niger et le Burkina. Est-ce que vous pensez que c'est voué à l'échec? Bon, pour qui connaît un peu les règles diplomatiques et l'histoire de la diplomatie, on ne peut pas dire que c'est irréversible. Peut-être c'est difficile aujourd'hui que les deux parties n'arrivent pas à parler le même langage, mais on ne peut pas dire que c'est quand même irréversible dans la mesure où la géographie des différents pays ne changera jamais. Le Mali restera toujours dans sa position actuelle. Il sera entouré par le Sénégal, par la Mauritanie, machin. Et il sera au cœur de l'Afrique de l'Ouest. La position de Burkina Faso ne va pas changer. La position du Niger, en tout cas géographiquement, ne va pas changer. Il y a des dirigeants aujourd'hui qui ne partagent pas la même vision que les autres pays membres de la CEDEAO, c'est un fait. Mais personne ne sait demain qu'est-ce qui va se passer. Parce qu'aujourd'hui, les dirigeants que nous avons aujourd'hui peuvent dire nous allons faire sortir le Mali, le Burkina Faso et le Niger de la CEDEAO. Mais un autre dirigeant va les succéder, je ne sais pas dans combien d'années, 10 ans, 20 ans, 30 ans, lui va dire bon, je vais revenir quand même à la CEDEAO. Apparemment, sortir est plus simple, mais rentrer, revenir est plus compliqué. Oui, on voit le cas de la Mauritanie. Oui, c'est pourquoi d'ailleurs, je m'empresse de dire qu'il faudra quand même réfléchir. Encore une fois de plus, il faudra encore une fois de plus réfléchir avant de sortir. Parce que si on sort également, notre retour va être extrêmement difficile. Parce que c'est qu'on doit dire aux téléspectateurs, c'est que la vie d'une nation, c'est des hauts et des bas. Nous sommes dans une période
de difficultés aujourd'hui, mais cela ne veut pas dire que nous n'allons jamais sortir de la difficulté. Moi, je pense que c'est vraiment comment appréhender le problème. C'est ça qui manque jusqu'à présent, quoi. Parce qu'on pense qu'aujourd'hui, de façon générale, quand vous demandez, même si vous écoutez les discours des autorités, on a l'impression qu'ils ramènent tous les problèmes à un problème exogène. C'est-à-dire c'est l'extérieur qui est à la base de tous nos problèmes. Bon, moi je pense qu'il faudrait quand même analyser comme cette partie. Parce que s'il y a des difficultés qui sont liées à l'extérieur, cela peut être vrai. Mais il y a beaucoup de contradictions internes quand même. Il y a beaucoup de difficultés sur le plan interne. C'est d'ailleurs notre, je n'ai pas peut-être incapacité à gérer nos problèmes, c'est qui arrive fait que l'extérieur s'est impliqué dans la situation. Maintenant, si on dit, bon, aujourd'hui, bon, l'aménagement, tout est parti, bon, je pense que sortir de la CEDEAO, surtout que les raisons qu'ils ont avancées pour faire sortir de la CEDEAO me paraissent très, très quand même insuffisantes, quoi. Par exemple, quand moi j'écoute le Burkina Faso n'a jamais été sanctionné par la CEDEAO. Pourquoi? Parce que, mais en vérité, la vraie raison de la sortie de la CEDEAO, bon, je ne pense pas si c'est les raisons évoquées, qu'elles sont peut-être ailleurs, mais c'est pas dans les raisons. Le chef de la diplomatie a dit que la menace de l'intervention militaire a été le déclic, genre la goutte d'eau qui leur a fait finalement prendre cette décision par la suite. Mais moi j'ai quand même été étonné par les propos de notre chef de la diplomatie. Quand même, c'est quand même lui, c'est pas la première fois quand même qu'il a été chef de la diplomatie au Mali quand même. N'est-ce pas? Il n'est pas venu lors de la dernière pluie quand même. C'est quelqu'un qui a fait toute sa vie au sein de la diplomatie malienne. Je rappelle, c'est pas lui que je rappelle, mais je rappelle comme au téléspectateur, parce que lui il connaît mieux que moi, quoi. Je rappelle au téléspectateur que la CEDEAO a intervenu en Sierra Leone pour faire revenir Ahmed Tidiane Kaba, qui avait été chassé par un coup d'État. Oui, mais contexte différent. Oui, différent. D'accord, mais quand il me dit la menace, ça veut dire, c'est comme si c'était la première fois qu'on fasse une menace, peut-être j'allais comprendre. Mais il y en a eu d'autres quand même. Le cas Ahmed Tidiane Kaba, les militaires maliens ont participé à cette reconquête-là. Le cas de la Gambie, tout près en 2017 quand même, ça c'est récent quand même. Et puis, est-ce que nous, Maliens, est-ce que c'est nous qui avons été menacés d'intervention? C'est pas le Mali. Mais pourquoi on veut prendre le problème nigérien plus que on peut être plus roi que est-ce qu'on peut être plus royaliste que le roi? C'est pas le Mali qui avait été menacé d'intervention. C'est le Niger. Mais pourquoi nous on veut dire bon, prendre ce prétexte-là pour sortir? Parce que pour moi ce n'est qu'un prétexte. Encore une fois de plus, les raisons avancées pour la sortie de la CEDEAO me paraît très simple et simpliste. Les vraies raisons sont ailleurs. Certainement, les années à venir, on connaîtra les erreurs. Et sortir également de la CEDEAO, je n'ai pas fait d'études par rapport à ça, mais je pense que ça va impacter la vie et des Maliens, mais également de l'ensemble des pays membres de la CEDEAO. C'est un point de vue, on le saura assez vite. Il y a M. So qui voulait réagir. Oui. En fait, peut-être qu'il n'a pas compris ce que le ministre des Affaires étrangères malien voulait dire. En fait, il voulait dire que si les deux autres pays, c'est-à-dire le Burkina et le Mali, laissaient la CEDEAO s'attaquer au Niger, que c'est sûr que les tours du Mali et du Burkina allaient arriver, dans la mesure où c'est la même transition. Et ce sont les mêmes coups d'État qui se sont passés. Or, la CEDEAO ne voulait pas justement... C'est un procès d'intention, M. Oui, justement. Non, c'est ça, mais c'est ce qu'il voulait dire. Oui, mais c'est un procès d'intention. Non, je ne suis pas en train de le justifier. Je ne suis pas en train de le justifier. Mais c'est une explication, quoi. Oui, voilà. Mais le ministre fait, comme il est ministre, il joue un rôle politique quand même. Il doit quand même, nous, quand même, l'écoutant quand même, il doit quand même comprendre également que nous sommes également capables de décrypter les choses. Quand même. Il fait un procès d'intention purement. Il a donné ses explications. Peut-être qu'il a un autre niveau d'information. Ça peut être à un autre niveau, mais c'est ce que nous on a vu. Mais en fait, je n'appelle pas ça rupture. Les termes que vous avez. Moi, j'appelle ça changement de données. Mais c'est des changements qui impactent, comme il a dit, qui impactent l'ensemble des trois pays, mais aussi de la CEDEAO, dans la mesure où la situation géographique, la position géographique des trois pays au sein de la CEDEAO, ça va beaucoup jouer, quoi. Vous voyez, par exemple, le président sénégalais, il a survolé le Mali pour aller en Côte d'Ivoire. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé, certainement qu'il y a eu des conseils ou des choses qui ont fait que finalement il s'est dit, ah non, attention, il faut que tu ailles au Mali aussi. Sinon, le Mali est beaucoup plus proche. Et on regarde l'impact de l'intérêt économique entre le Mali et le Sénégal.
Parce que le Mali aurait dû faire partie des premiers pays qui visitent, quoi. Ouais, un peu. Donc, le retrait de la CEDEAO, pour moi, c'était même pas... Pour moi, hein, c'était même pas nécessaire, quoi. On peut créer l'AES, État membre de la CEDEAO. Aucune loi n'est contre ça. Et ça aurait pu renforcer les États de l'AES au sein de la CEDEAO. Comme ça, à chaque fois, comme un peu ce qui se passe aux Nations Unies, quand on a beaucoup plus de pays amis au sein des Nations Unies, quand il y a des mesures qui doivent être prises contre ton pays, ces pays-là interviennent au moment des votes pour affaiblir la volonté des Nations Unies à faire mal ou à telle sanction contre ce pays-là. Donc je crois que nos pays auraient dû penser à ça. Mais maintenant que la décision soit prise et que qu'on soit à une étape de non-retour, ça va beaucoup changer l'architecture de la diplomatie dans la CEDEAO et je suis sûr que ça va impacter l'image même de l'Afrique au niveau de la communauté internationale. Alors, très bien. Il y a aussi le fait de cette rupture, parce qu'on sait, lorsque j'évoque la rupture, le Mali a des relations assez privilégiées, vous l'avez évoqué avec le Sénégal, on a des relations séculaires avec la Côte d'Ivoire, donc il est difficile d'imaginer qu'il y ait une rupture totale avec ces pays-là, mais est-ce que ce ne sera pas plus compliqué avec les pays anglophones, notamment Nigeria, Ghana et les pays lusophones, avec qui nous ne partageons pas véritablement autant de points communs? Est-ce qu'à ce niveau-là, c'est pas d'avoir une rupture presque totale, pas totale, mais presque totale? Non, et en fait, il va y avoir deux angles de gestion de ces affaires-là. Et le premier angle, ça va être l'angle AES-CEDEAO. Il n'y aura pas de rupture, il va y avoir une collaboration entre les deux organisations. Premièrement. Deuxièmement, et les pays individuellement vont gérer les relations diplomatiques, comme vous l'avez dit, le Mali va gérer en espérant que notre diplomatie va être à la hauteur de c'est vrai, parce que c'est quand on s'attaque aux pays voisins ou à la communauté internationale à un certain niveau, bon, ça crispe les relations. Et à un certain niveau, il faut peut-être évoluer, voir jusqu'au changement, pour pouvoir obtenir encore la confiance, sinon la volonté de l'autre pays à retourner et à traiter avec soi-même, quoi. Crisper les relations, vous avez dit, parce que là on a l'impression que le pays ami c'est le Burkina, le Niger, éventuellement le Sénégal qui a une position assez... Le Sénégal y compris. Pour le moment, on peut se dire qu'on est même toujours, on peut garder toujours l'espoir que nos relations amicales vont continuer avec la Côte d'Ivoire, excusez-moi, le Niger, Côte d'Ivoire, Mauritanie, l'Algérie, même tous ces trois pays-là Seulement ça semble un peu compliqué. Voilà, les trois pays-là qui semblent beaucoup plus compliqués, mais il suffit seulement d'avoir une diplomatie qui puisse apaiser au lieu de continuer à aggraver la situation pour qu'on puisse changer la donne et puis que les Maliens puissent avoir leur intérêt. Parce que quand vous voyez le nombre de Maliens qui est en Côte d'Ivoire aujourd'hui, le nombre d'affaires que le Mali traite à Dakar, et le nombre de Maliens à la frontière avec la Mauritanie, etc., l'Algérie, c'est encore plus compliqué. Je pense qu'aujourd'hui, il faut une diplomatie qui apaise pour que les peuples maliens puissent respirer et que les intérêts du Mali puissent faire l'objet d'un traitement sérieux avec toutes les coopérations que nous allons avoir avec les différents pays. Très bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, M. Sow. C'est moi, mon cher. Ah, ok. Ouais. C'était pas encore là. J'étais en train de conclure l'émission. Merci beaucoup, en tout cas, Mokhtar Sow, directeur de publication du journal Malikele. Merci à vous, Abdrahmane Sissoko, directeur de publication du journal Le Ouaradou. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Ce fut un plaisir, comme toujours. À mercredi prochain, Inch'Allah. Bonne soirée à vous.